Donc l'après-midi a été extrêmement riche aussi, comme ce matin, et j'espère qu'on va aussi avoir une discussion donc, avec vous tous aussi très fournie. Donc elle est ouverte tout de suite, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour, je vous remercie pour votre présence. C'est important pour moi. Ma question est la suivante. J'ai un fils qui est malade. Il a été hospitalisé 2 fois. Et ce qui m'a choqué pendant son hospitalisation, c'est que c'est la libre circulation du cannabis dans les hôpitaux. Faut le dire. J'ai failli porter plainte à la police tellement j'ai été choquée. Et ce qui m'a particulièrement le plus choquée, c'est d'entendre au téléphone le médecin me dire, écoutez, il n'y a pas de médicament pour votre fils. Le cannabis soulage leur anxiété et leurs angoisses. Et ma souffrance aussi, et que je répète quotidiennement au CMP, c'est qu'il est suivi, qu'il a une consultation 1 fois par mois au CMP. Alors, j'ai entendu dire qu'ils étaient complètement débordés, qu'il y avait une liste d'attente pas possible de gens malades, pour que j'arrive à le comprendre. Et avec mon fils, c'est un combat de tous les jours, parce que c'est non, 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 non. Je lui pose une question, c'est non, non. Alors, bon, il a travaillé énormément sur lui-même, il essaye de faire des choses, mais il n'écoute que ce qu'il a réfléchi. Voilà. Je propose à Antoine Pellissolo, qui est quand même spécialiste des problèmes d'anxiété, d'entamer la réponse. D'abord avec le professeur Antoine Pellissolo. Merci. Bon, c'est beaucoup de choses différentes. La première question sur le cannabis, je crois qu'on est tous d'accord que c'est scandaleux, en tout cas ce qu'on vous a répondu, parce qu'il n'y a aucune réalité, ou même pour certaines personnes, pas dans la schizophrénie, mais qui peuvent y trouver un certain bienfait sur le moment. On sait bien que c'est un peu comme l'alcool, il y a toujours des effets secondaires, et donc on ne peut pas du tout le favoriser. Alors qu'on ne puisse pas toujours contrôler ce qui se passe partout, c'est une réalité. Hein. Sur tout le territoire, malheureusement, on est toujours à, je ne sais plus, ça a été calculé, à moins de 50 mètres d'un dealer de cannabis, enfin, où qu'on soit, ou un petit peu plus. Alors dans les hôpitaux, on est censé quand même mieux contrôler, hein, et en tout cas dans un service, je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Sur l'accès aux soins, malheureusement, on vous a dit déjà ce matin, on est un peu débordé, c'est clair, dans toutes les structures. Alors on essaye d'organiser du mieux possible avec toutes les propositions qu'on a entendues aujourd'hui, tout ce qui est vraiment mobilité, donc d'éviter simplement d'attendre que les gens puissent se mobiliser pour venir nous voir, bon, d'essayer d'aller vers eux, de diversifier, parce qu'il n'y aura pas assez de psychiatres, effectivement, dans l'avenir, en tout cas, pour répondre à toutes les consultations. Donc d'autres professionnels peuvent assurer en partie les suivis. C'est un gros travail, je pense qu'on est tous conscients qu'il y a une grosse insuffisance à ce niveau-là, partout, mais on se bat tous les jours, je pense que tous, vous et nous, je pense à tous les niveaux, pour que la psychiatrie et la santé mentale, en tout cas, soient plus reconnues comme une cause dire générale et nationale. Mais j'avais cru entendre qu'il y avait finalement une densité de psychiatres en France plus élevée que dans la plupart des pays européens. Donc qu'est-ce que ça signifie? D'organisation, de répartition, c'est quoi le problème? Oui, alors il y a une quantité de un nombre de psychiatres globalement qui est plutôt plus élevé que la moyenne européenne, par exemple. 13 000 en tout. Voilà, mais alors, beaucoup qui travaillent en libéral, en cabinet de ville, qui répondent à des besoins qui existent, hein, mais alors peut-être pas de manière optimale, pas de manière répartie pareil partout sur le territoire. Il y a vraiment que c'est dans le système public, parce que quand même la majorité des patients qui ont des troubles sévères et persistants consultent dans les systèmes publics. Et là aussi, c'est très hétérogène. Il y a en gros des régions où je pense que les effectifs sont corrects, et puis d'autres où ça varie du simple au triple, hein, les effectifs de soins proposés, et encore quand les postes sont réellement pris. On a vu ce matin qu'il y en avait beaucoup qui étaient pas pris. Donc c'est là-dessus qu'il faut rationaliser, malheureusement, parce que même s'il y a une quantité globale qui est sûrement en partie satisfaisante, elle est mal utilisée de manière générale. Oui, je vois plein de bras qui se lèvent. J'ai le micro, là, je peux. Qui souhaite. Voilà.
Donc, Gérard Lévy, donc je suis dans les Yvelines, comme ça, UNAFOM. Que tout le monde puisse parler. J'ai participé à 3 jours de formation bénévole. Je suis satisfait, comme je suis satisfait de ce présent colloque, puisque vous avez eu la pertinence d'inviter des chercheurs, et vous avez eu aussi la pertinence d'inviter une table de presse. Je me suis permis d'acheter Prescrire les antipsychotiques, de Elsevier Masson, qui est fait par des professionnels, dont la préface, je vous lis 3 lignes. Il aura fallu attendre plusieurs décennies pour reconnaître que les fortes doses de neuroleptiques étaient non seulement inutiles, mais pouvaient aussi être à l'origine de symptômes négatifs, secondaires, ou d'effets indésirables neurologiques, parfois irréversibles, comme les dyskinésies tardives. On en est aujourd'hui à être confronté à une réalité qui est quand même curieuse. Nous apprenons tous les jours qu'il y a des scandales sanitaires qui émergent, que ce soit le Mediator, la Dépakine, le Requip, etc., ou le Vioxx. La France ne connaît pas toute cette réalité, et il faut aller voir même le film La fille de Brest, qui est pertinent parce qu'il montre l'engrenage fatal entre l'industrie qui est aujourd'hui soumise à 15% de... Alors la question, elle est simple. Où en est la liste que, lors du scandale Mediator, la liste des 60 produits à haute surveillance, il y avait une liste rouge que l'autorité avait communiquée. Où en est-elle? Où en est un rapport indépendant, comme aujourd'hui on voit 99% des médicaments vis-à-vis d'Alzheimer ne sont pas utilisables? Peut-on espérer maintenant qu'il y aura une forte pression auprès de l'autorité pour que nos patients puissent enfin avoir des garanties lorsque leur IMC dépasse un certain niveau, lorsque leur taux... Donc, pour le moment, il n'y a pas de mesures sévères pour encadrer les prescripteurs. Et je pense qu'ils ont une responsabilité énorme en tant que prescripteurs. Voilà. Bon, la parole est à l'un des prescripteurs présents sur le plateau qui souhaite répondre. Non, moi, simplement, pas de réponse sur l'encadrement, mais simplement vous dire que le type de dispositif que je proposais tout à l'heure est intéressant parce qu'il donne un regard aussi sur la prescription. Et ça permet comme ça de faire tiers, de revenir vers le prescripteur de manière douce et déontologique pour faire évoluer les prescriptions et améliorer la qualité. Donc on a intérêt à avoir plusieurs avis pour des prescriptions de qualité. Ce qu'a dit le professeur Thomas qui a écrit la préface, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça rejoint ce qu'a dit Hélène Verdoux tout à l'heure. Évidemment, il faut aller vers des prescriptions plus encadrées, plus nettes et bien réfléchies. Ça passe par une formation aussi que l'on met en œuvre plus forte maintenant sur les psychotropes dès le 2e cycle. On a rajouté des heures de cours sur les recommandations, sur comment les utiliser, etc., pour les étudiants en 6e année. Après, il faut que ça vienne à des gens qui seront médecins en pratique. Donc c'est tout un tas de mesures qui sont extrêmement importantes et qui permettent d'aller dans la bonne direction. Mais on est d'accord avec ce que vous dites. La parole est à Cédric Lemogne. Oui, juste un point en ce qui concerne le thème qui m'avait été confié, en ce qui concerne la surmortalité des patients souffrant de troubles mentaux sévères. Peut-être que le professeur Verdoux en aurait parlé s'il avait pu rester. On sait que la surmortalité des patients est encore plus importante chez ceux qui n'ont pas le traitement auquel leur État devrait leur donner droit. Donc il y a un vrai problème de mortalité induite par les traitements, mais cette mortalité ne compense pas le bénéfice attendu du traitement en termes même de santé physique. Donc un patient, par exemple, souffrant de troubles mentaux sévères comme la schizophrénie, qui n'est pas traité, a une mortalité encore plus élevée que celui qui est traité. Certainement, on peut réduire la part, malgré tout, qui est attribuable aux effets secondaires des neuroleptiques. Oui, le choix est difficile parce que c'est vrai qu'on a affaire à des molécules qui ont certes un mécanisme d'action commun, mais qui agissent aussi sur d'autres cibles. Et il faut se dire que, par exemple, lorsqu'on prend un antipsychotique qui a des propriétés antagonistes vis-à-vis de certains récepteurs de la sérotonine, certains récepteurs muscaréniques, on peut avoir une réduction donc, des troubles moteurs, les dyskinésies, etc. Mais en même temps, on va avoir une dégradation au plan cognitif. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche, évidemment, avec un antipsychotique. Donc, on est encore à la recherche. Alors, c'est vrai, il y a l'Eponex, la clozapine, qui n'est pas facile à utiliser quand même. Bon, c'est une raison pour laquelle, finalement, ce n'est pas une molécule fréquemment utilisée en France. Mais, encore une fois, les laboratoires pharmaceutiques ont leurs défauts, bien sûr, mais
heureusement qu'ils sont là, néanmoins pour progresser dans le développement de molécules au moins aussi efficaces et en tout cas mieux tolérées. C'est toujours l'objectif qui est suivi en concertation avec des laboratoires psychopharmacologie publics, comme ça a été mon laboratoire pendant 40 ans. Donc la parole... Juste pour donner un tout petit mot supplémentaire, je pense que de toute façon, un traitement ne sera efficace et bien toléré que s'il est pris correctement. Donc ça passe forcément par de la psychoéducation, comme ça a été dit, et par l'acceptation du traitement par la personne concernée. Parce que sinon, on peut prescrire tout ce qu'on veut, même de la meilleure manière possible sur l'ordonnance. Si ça n'est pas pris, il y aura des difficultés. Donc il faut absolument travailler de ce côté-là, parce que c'est là que ça pêche le plus que du côté de la prescription. Comment faire en sorte que les personnes comprennent dans quoi elles s'engagent et pourquoi elles ont besoin de ces médicaments. Et il y a des techniques pour faire en sorte que ça se passe bien. Allez-y. Oui, Robert Mouly, j'étais déjà intervenu ce matin, je reprends ma question. Et le docteur Patrick Font est intervenu sur les intestins et bon, le microbiote. Voilà. Et alors nous avons entrepris, justement, il y a 2 ans, une tentative de changement alimentaire en supprimant tout ce qui est gluten, caséine et limiter les sucres et un rétablissement du microbiote. Alors suite à des analyses qui avaient été faites et préconisées par l'association Stélior de Genève, non prise en charge par la sécurité sociale, bien sûr. Et bon, alors, quand j'ai essayé d'en parler avec des psychiatres, on m'a rionné. Vous n'êtes pas le seul. Et maintenant, je voudrais savoir s'il serait possible qu'on ait une collaboration entre des chercheurs et des gens de l'UNAFAM, possibilité éventuellement de faire des expériences à grande échelle sur ce sujet. Ensuite, oui, autre question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire que quand les patients sont internés en hôpital psychiatrique, on fasse un bilan complet de la biochimie, des acides gras, des intoxications par le mercure éventuellement ou autres, pour savoir cibler les thérapies et ne pas persister dans des médicaments à effet secondaire. On peut corriger le métabolisme. Je vous remercie pour votre question. Vous êtes exactement dans la philosophie de la recherche actuelle, c'est-à-dire faire rencontrer les chercheurs en sciences fondamentales et les cliniciens, et avec le patient et leur famille au centre, en fait, pour pouvoir faire bénéficier plus rapidement aussi les patients des nouvelles thérapeutiques, sachant qu'on a toujours un problème entre l'apport de la preuve de l'efficacité, la mise en place ensuite dans les recommandations, et que tout le circuit et donc demande plusieurs études après des méta-analyses et un consensus. Et donc tout ça, ce procédé prend souvent 10 à 15 ans. Donc, et parfois, il y a aussi des thérapeutiques qui tombent dans l'oubli par manque de preuves d'efficacité. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas peut-être ciblé les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'on est dans une approche de médecine de précision. J'avais terminé là-dessus. C'est-à-dire qu'avant, on était donc dans des catégories de maladies et on proposait des traitements. Et ça a généré des grandes classes thérapeutiques. On a vu les psychotropes, ça a révolutionné la prise en charge de la schizophrénie. Et maintenant, on est dans une dimension de distinguer des différents groupes de personnes qui souffrent de schizophrénie. On a dit aussi qu'on ne connaissait toujours pas précisément l'étiologie, la cause de la maladie, et qu'on va essayer de développer donc des marqueurs objectifs, ça rejoint ce que vous demandez, des biomarqueurs, pour pouvoir aller identifier potentiellement différentes sources de déclenchement ou d'entretien de la maladie, sachant que les sources d'entretien ne sont pas forcément les mêmes que les sources de déclenchement. Donc tout ça est à mettre en place, ça prend beaucoup de temps et effectivement il y a énormément de pistes sur le stress oxydatif, sur l'inflammation, les pistes génétiques, épigénétiques, le microbiote, il y a plein de choses et donc on travaille à ça et ce sera l'objectif à terme que la personne qui rentre pour un premier épisode psychotique ait des biomarqueurs objectifs. Quand je dis biomarqueurs, ça peut être marqueurs sanguins, mais marqueurs d'imagerie, marqueurs de déclin cognitif précoce, tout un tas de choses. Hein. C'est pas que de la biologie au sens de dosage, pour faire des traitements ciblés. Ça, c'est vraiment l'objectif, mais on n'y est pas encore. Oui, s'il vous plaît. Je prends. C'est là-bas. Bah, ce sera vous ensuite, je suis désolé. Allez-y. Bonjour, Didier Jasson de l'Essonne.
J'ai un fils qui souffre d'une schizophrénie résistante. On a recommandé pour lui le Leponex, mais il a une chute importante des globules blancs. Donc ce traitement ne peut pas se faire a priori. Y a-t-il une parade? J'ai ensuite une autre question, si vous le voulez bien, c'est comment choisir la meilleure psychothérapie? Alors, merci. Sur le Leponex, alors c'est assez technique, mais c'est vrai que c'est un des obstacles, puisque c'est ça qu'on surveille, la baisse des globules blancs qui peut parfois être fatale, donc il faut à tout prix être très vigilant. Normalement, si on pense que c'est vraiment une solution importante pour le patient, c'est-à-dire que les autres traitements ne fonctionnent vraiment pas du tout et que c'est le seul recours, qu'il y a des éléments qui font penser que ça marche quand même, parce que c'est ça qu'il faut peser en fait, hein, vraiment de manière individuelle, les avantages et les inconvénients, en surveillant de près. C'est avant tout ça, c'est la surveillance et voir à partir de quelle dose et dans quelles conditions ça survient. Il faut peut-être essayer de recommencer, mais c'est vrai que c'est une des situations à risque potentiel. Il n'y a pas de méthode de traitement de ça. Ça, malheureusement, ça n'existe pas encore aujourd'hui, mais c'est pas pour autant qu'il faut fermer la porte de manière définitive si on n'a pas, je dirais, recommencé dans d'autres conditions. Ça peut être fait avec une surveillance médicale accrue. Alors après, la psychothérapie, je pense que ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas une méthode supérieure aux autres de manière générale. En tout cas, c'est pas possible de manière absolue comme ça. Chez une personne donnée, c'est vraiment un moment T et dans une disposition donnée. Alors, il y a quand même des indications. On sait que dans certains troubles, certaines méthodes fonctionnent vraiment bien. Ça a été validé, connu, etc. Il n'y a pas que la pathologie, c'est ça que je voulais dire. Il y a la pathologie, puis il y a la personnalité, il y a le contexte, qui fait qu'on va choisir de manière individuelle la méthode qui convient au bon moment. Ah, alors, non, mais je comprends, pardon. Vous avez raison. Je pense que les psychiatres sont censés, et ça c'est ce qu'on essaie de faire dans leur formation, connaître suffisamment bien les différentes méthodes pour vous informer sur ce qui existe et ce qu'on peut penser comme bénéfique. En dernier recours, ce sera toujours la personne qui va choisir, parce que encore plus que pour un médicament, si vous n'êtes pas convaincu, vous n'allez vraiment pas vous impliquer, même si vous avez essayé de le faire, la famille vous pousse, vous dire ok je le fais, et puis finalement au bout de 3 semaines, 1 mois ou un peu plus, il y aura un décrochage. Donc il faut vraiment qu'on ait au départ l'information précise et qu'il y ait vraiment une adéquation. La question de la motivation est vraiment centrale dans ces cas-là. Donc souvent on commence par des thérapies de la motivation, enfin quelque chose comme ça. Il y a ce qu'on appelle les entretiens motivationnels pour être sûr que la personne ait bien compris ce que ça peut lui apporter, et l'effort à fournir, parce que souvent c'est quand même, ça peut être lourd, hein, ça peut être plusieurs séances rapprochées, un effort même de déplacement et autres. Donc il y a vraiment cette explication qui est a priori donnée par le psychiatre. Alors évidemment après c'est selon les praticiens, le praticien lui-même va aussi démarrer la thérapie avec un bilan et une espèce de contrat qu'on va passer avec la personne. Ça répond à peu près? Alors, Madame Coupeau, je suis de l'Eure. Voilà, je suis à l'UNAFAM. Plus près du micro. Je suis à l'UNAFAM, bon là, j'habite dans l'Eure. Mon fils est malade. Mon fils est malade depuis 10 ans. Il a fait il a été 2 fois à l'hôpital pendant plus d'1 mois. Et d'abord, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites, les recherches et tout ça, parce que vous êtes notre espoir, hein, en tant que parents. Et je voulais simplement rappeler quelque chose. On a une personne qui vient de Suisse et qui nous explique un truc merveilleux qu'on aimerait bien avoir chez nous, et à longueur de temps nous dit c'est mieux en Suisse, c'est mieux en Belgique, c'est mieux au Canada, et nous les Français on passe toujours, je sais pas comment ça se fait, comment on s'organise, mais le Français est toujours à la queue de tout, non, et c'est très triste. Pas de tout, faut pas exagérer. Juste dire que vous avez raison, que nous devons nous inspirer des expériences étrangères, qu'on essaye de le faire, en tout cas au niveau du centre de preuve avec Marie-Christine Ardibellé, c'est quelque chose que nous faisons régulièrement. Nous avons reçu les équipes suisses, les équipes belges. À Lyon, au centre ressources en réhabilitation psychosociale, j'ai invité des Hollandais qui nous expliquaient qu'il y avait 300 équipes mobiles en Hollande, qu'on évitait la moitié des hospitalisations, et que dans chaque équipe mobile, il y a un travailleur pair. Donc je pense que c'est des choses dont il faut effectivement s'inspirer.
En 2000, j'étais allé aux États-Unis chez Nancy Andreasen, qui est une psychiatre très, très connue dans le monde, qui m'avait dit, regardez, elle avait ouvert un livre devant moi, je venais de France, hein, j'arrivais, c'était le premier jour, elle me recevait, elle m'a beaucoup écouté. C'est quelqu'un qui avait une écoute tout à fait formidable, elle a pris sa retraite depuis, et qui me montre un livre, elle me dit, regardez en France, là vous avez Pinel qui délivre les aliénés, vous étiez leader en psychiatrie, vous avez découvert la chlorpromazine, et pourquoi maintenant il n'y a plus rien en France, pourquoi il n'y a pas de recherche en France? C'est choquant, voilà ce que disaient les Américains en 2000. On avait aussi de l'avance avec les politiques de secteur quand même qui ont été, je pense, innovantes dans les années 60 en France, que beaucoup de pays nous ont enviées. Bizarrement, quand on voit ça maintenant, et malheureusement, ça a mal évolué, et donc c'est ça qu'on veut faire évoluer maintenant, parce que les secteurs, en gros, étaient censés faire tout sur un petit territoire. On sait que c'est plus possible maintenant, et c'est ça qui s'est un peu sclérosé. Donc aujourd'hui, je crois que c'est quand même le retard, il vient en partie de là, de certains qui ont très bien avancé, puis d'autres pas du tout. Donc c'était complètement hétérogène. Depuis un mois, même pas, enfin c'est très récent, il y a un Conseil national de la santé mentale, et il y a des conseils locaux. Je pense que c'est par ces biais-là qu'on va essayer d'unifier et de faire avancer les choses, parce que le problème, c'est l'hétérogénéité. Il y a des endroits où, quand même, je pense que ça se passe bien, et d'autres où c'est complètement, quasiment à l'abandon. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'au plan national, on dise il faut les mêmes droits pour tout le monde et les mêmes qualités de soins partout. Après, il faut appliquer sur le terrain. Avec les groupements hospitaliers territoires, qu'est-ce qu'on va devenir la psychiatrie? Je suis Elisabeth Dornel, déléguée de l'UNAFAM du Gers, et on a de gros soucis. Alors, je crois que ça peut être à la fois un problème ou quand même un levier aussi, parce que ça permet de réfléchir sur l'ensemble de l'organisation des soins. Mais il faut dans ce cas-là vraiment intervenir, et je crois que les usagers maintenant sont de plus en plus quand même sollicités dans toutes les instances officielles pour donner votre point de vue, parce que dans les groupements, il y a les politiques à discuter avec vous, avec tout le monde, avec les professionnels et les usagers. Bon, excusez-moi, j'ai une dernière question à poser, très courte. Merci pour vos interventions. Elle me laisse un certain espoir. J'ai un fils qui est suivi en libéral depuis 15 ans par un psychiatre à raison de 3 séances de psychothérapie par semaine, plus médication. Et je voudrais l'amener à suivre d'autres thérapies, notamment peut-être la remédiation cognitive. Et je ne sais pas comment faire pour le convaincre ou pour le convaincre de peut-être adopter une autre démarche thérapeutique. Alors, en général, c'est plutôt une porte d'entrée qui est positive, parce que les personnes avec schizophrénie ou autres troubles sévères se plaignent souvent de ne pas pouvoir se concentrer, de ne pas pouvoir mémoriser, et acceptent plus facilement la remédiation que les médicaments ou tout le reste de la thérapeutique. Donc il faut peut-être lui dire, ce sont des structures qui permettent de voir où tu en es, quelles sont tes capacités. Donc si tu sais où tu en es, peut-être ça te permettra de rebondir. Vas-y, essaye, vas-y une seule fois. Beaucoup de parents font ça, avec parfois des patients qui sont réfractaires, qui disent je voulais pas venir, ils m'ont un petit peu tiré, j'ai quand même accepté, puis finalement je vais revenir parce que la manière dont vous m'avez abordé, ça m'a redonné de l'espoir, c'était ouvert. Donc je suis d'accord pour le bilan. Et puis juste pour réagir sur le Conseil national de santé mentale, il est en train de rédiger, avec la DGOS, les décrets d'application de l'article 69 de la loi de santé. Et je pense qu'il y a quand même des avancées, avec la notion de rupture de parcours qui a été bien entendu, qui sera dans les premiers articles, et la notion de rétablissement qui sera également dans les premiers articles. Donc à mon avis, on a un cadre national. Maintenant, à vous, entre autres, et puis nous, de faire en sorte que ce soit appliqué sur le terrain, dans tous les territoires de santé, parce que c'est pas parce qu'on a une loi que ça avance tout de suite derrière.